Alors, voilà, parfait. Eh ben, bonjour à tous, bonjour à tous les trois. Il y a Marion qui va nous rejoindre dans un instant. Bonjour, bonjour. Bonjour. Bonjour Sylviane, bonjour Sébastien, bonjour Valérie. Donc on va être ensemble pour à peu près 1 heure. On va essayer de respecter ce timing-là pour échanger sur un sujet que j'aime bien, qui est un sujet, je crois, qui est vraiment d'actualité. Dans les dernières années, on entend beaucoup parler de thérapie énergétique, on entend parler de beaucoup de choses. Chez les écoacteurs, on a à cœur d'être quelque part dans quelque chose de très pragmatique d'un côté, mais en même temps, on est ouvert au champ des possibles, on est ouvert à ce qui est du domaine de l'énergétique, à ce qui est du domaine du subtil. C'est peut-être une des particularités d'ailleurs de notre réseau, d'être dans un pragmatisme, mais en même temps, un pragmatisme et une ouverture à l'invisible, etc., à la spiritualité, etc. Donc merci à vous en tout cas d'être là. Vous êtes tous les trois des professionnels qui œuvrent dans le domaine de l'accompagnement. Vous allez prendre le temps de vous présenter et puis ensuite on échangera donc sur ces thématiques. Je vois qu'il y a Nicolas qui nous dit hello Nicolas. Ouais, n'hésitez pas à nous dire, je ne sais pas Nicolas si tu nous entends bien, si tu nous vois bien, si ça va. N'hésite pas à l'indiquer en commentaire. Et puis voilà, on va être ensemble donc pour 1 heure. Alors ce sera l'occasion de poser vos questions, puisqu'on a parmi nous des personnes qui sont dans les thérapies énergétiques, dans la clairvoyance, dans la médiumnité, etc. Donc c'est des sujets moi que je trouve passionnants. Donc on va pouvoir échanger là-dessus tous ensemble. Nicolas nous entend 12 sur 5. Ok. Alors là, avant on parle un peu de clairaudience. Là, c'est plus de la clairaudience. Là, c'est de la super audience, là, Nicolas. La fréquence est bonne. Ok. Eh ben, parfait. Parfait. Eh ben, écoutez, on va pouvoir démarrer. C'est un sujet précieux, on pourrait dire. On est à une époque où on s'ouvre de plus en plus à toutes ces approches, à des approches qui ne sont pas toujours scientifiquement prouvées, démontrées, quoique. Il y a de nouvelles choses qui arrivent maintenant dans ces dimensions-là. Ce que je vous propose peut-être, c'est de faire un petit tour de table. Nicolas nous dit « Je remplace Valérie pour les commentaires ». Yes, merci Nico. Donc, on va pouvoir y aller. Alors, qui a envie de se présenter? Je vous laisse peut-être vous présenter chacune juste quelques minutes pour que les personnes qui sont avec nous… alors, je vois qu'il y a Agnès qui nous met un message. Je ne sais comment rentrer. Ok. Alors, attends Agnès, je vais t'envoyer un lien par email de suite. Comme ça, tu vas pouvoir nous rejoindre. Hop. Et puis pendant ce temps-là, est-ce que Sylviane, tu as envie de te présenter un petit peu, nous parler de ton activité aujourd'hui? Et puis je vais vous laisser vous présenter l'un après l'autre avant qu'Agnès et Marion nous rejoignent. D'accord. Je m'appelle donc Sylviane Battaglia. Ça fait quelques années, depuis 2011, que je pratique l'énergétique. Entre autres, j'ai envie de dire, mais ma pratique première et que j'aime beaucoup, qui fait partie de moi-même, c'est l'énergétique. Donc, j'accompagne les personnes à se connecter à leur âme, à leur être, le mot qu'on leur donne, en libérant tout ce qui entrave justement l'évolution de l'être, tous les blocages, toutes les conditionnements, les blessures de l'enfance, etc. Je ne vais pas tous les nommer ici, pour vraiment aller vers leurs aspirations ou leur aspiration la plus profonde. Et donc, avec l'énergétique, il y a différentes pratiques, donc PNL, la communication, verbal et non-verbal, parce que dans l'énergétique, il y a beaucoup de non-verbal, justement de ressenti, clairvoyance, etc. Et j'accompagne notamment les adultes, quelquefois les enfants, mais notamment les adultes. Ok, voilà. Ça fait combien d'années maintenant, Sylviane, que tu accompagnes par les thérapies énergétiques? Depuis 2011. Ok, donc une dizaine d'années. Voilà, on sent, ouais. Ok, super. Merci à toi en tout cas d'être avec nous. On va pouvoir te poser plein de questions sur le fonctionnement de ta pratique, de tes pratiques, parce que du coup tu as pas mal de cordes à ton arc. Et d'ailleurs, beaucoup de professionnels dans ces pratiques ont souvent
plusieurs cordes à leur arc. Hein. Souvent, dans l'énergétique, hein, j'entends beaucoup. Moi, certains commencent avec des approches comme le Reiki, par exemple, et puis ils évoluent vers d'autres choses, etc. Donc, Sylviane, tu ne déranges pas à la règle. Hein, tu as nombreuses cordes à ton arc aussi. Super, merci beaucoup pour être là et puis pour être dans l'aventure des écoacteurs parce que ça fait maintenant un moment que tu es avec nous dans ce réseau et que tu nous apportes beaucoup de soutien, beaucoup d'énergie. Là, tu es en phase de déménagement un petit peu là depuis quelques semaines, mais je fais partie des membres très engagés du réseau, donc j'en profite pour te remercier ici aussi. Merci Ken. Sébastien, pour alterner, est-ce que tu as envie de nous parler un petit peu de ta pratique à toi ? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Sébastien Duventru, je suis clairvoyant et thérapeute énergéticien. Donc, je mélange diverses approches aussi. La clairvoyance, mais aussi des techniques d'énergie. Et aussi, comme a dit Sylviane, il y a le non-verbal qui est important, où il se passe des choses, mais j'ai une communication entre les êtres qui permet aussi de ressentir des choses et aussi avoir plus de clarté chez l'un et chez l'autre. Quand je dis l'autre, c'est le client ou le consultant. Et sinon, chez moi, qui est aussi en évolution, permet de voir en moi des choses à bouger. Et en fait, quand je fais bouger à l'intérieur de moi, ça bouge chez les autres ou chez l'autre personne et vice-versa. Parce qu'en fait, quand on atteint un certain niveau de clarté, on voit qu'on est tous reliés. Et selon notre champ de conscience, on atteint des visions où on voit carrément les connexions entre toutes choses, les êtres humains, les objets, les animaux, les autres êtres aussi non incarnés. Donc, ça peut être des esprits comme de la nature jusqu'aux extraterrestres. Bon, là, c'est le domaine un peu plus lointain, mais c'est en même temps ici et maintenant. Donc, voilà, je suis dans la clairvoyance qui aide dans ma vie à progresser aussi, mais aussi les autres à se développer et à résoudre des problématiques surtout. C'est mon cœur de métier, c'est de résoudre des problématiques en priorité. Et après, la clarté, ça peut venir, mais... Et une dernière chose, pardon, ça peut m'arriver aussi de ne pas forcément utiliser de mots pour faire bouger l'énergie. Ce que j'appelle faire bouger l'énergie, c'est en gros réparer des choses ou réajuster des choses. Mais j'utilise aussi le silence ou l'énergie pour voilà, juste faire bouger. Pour moi, le résultat, c'est le plus important. Que la personne se sente bien et qu'elle ait résolu sa problématique. Voilà. En tout cas, on va avoir pas mal de questions à te poser, Sébastien, ça c'est sûr. Il y a Agnès qui nous a rejoint. Bonsoir Agnès. Bonsoir à tous. Bonjour Agnès. Top que tu puisses être là. Peut-être juste une petite question, Sébastien, avant d'aller plus loin, mais je vous la poserai à tous. Je ne sais pas si on peut parler d'une capacité ou cet attribut de clairvoyance, c'est quelque chose que tu as depuis tout petit. Alors, juste en 10 secondes, hein, si tu peux juste nous dire oui, non, je l'ai développé Oui, c'est une capacité que tout le monde a, mais que moi, j'ai développée plus tard, en 2011 aussi, comme Sylviane à peu près, où elle a eu un éveil de conscience sûrement. Mais moi, en fait, j'avais déjà des bribes très petits avec une hypersensibilité, une connexion à l'au-delà. Voilà. Ok, bon, de toute façon, je vais vous poser à tous ce type de questions, hein, mais là, ça m'a titillé, donc voilà. Ok, ça marche, Sébastien, merci pour ta présentation. Pour tous ceux qui nous rejoignent, n'hésitez pas, vous pourrez mettre vos questions en commentaire, et puis là, on va continuer notre petit tour de parole. Il y a Marion qui nous a rejoint aussi, c'est parfait. Vous arrivez pile toutes les deux au moment où on fait les présentations, donc c'est parfait. Je laisse peut-être Valérie se présenter rapidement d'abord, et puis après, Agnès, Marion, vous pourrez vous présenter avant qu'on démarre. On t'écoute, Valérie, ouais. Donc, je m'appelle Valérie Wynne. Je suis coach et conseillère santé, bien-être et vitalité holistique, consultante en gestion des émotions, parentalité, éducation consciente. Et j'ai été ancienne responsable d'une association, l'Association française pour les enfants précoces de l'antenne du 47, pendant 5 ans, où j'ai accompagné plus de 500 familles hypersensibles. Et là, on est au cœur du sujet parce qu'on parle de hypersens. Bref, on développera plus tard. Et je suis également énergéticienne, je fais du Reiki, la numérologie avec la vibration des nombres. Je fais des soins, j'harmonise les champs électromagnétiques. Et après, j'ai trouvé un petit objet qui fait... c'est un tout petit boîtier qui envoie des fréquences quantiques et qui fait des soins énergétiques. La thérapie fréquentielle et la biorésonance. Mais j'en parlerai également tout à l'heure. Et voilà, pour faire très court, voilà, j'accompagne un petit peu tout le monde, les hommes, les femmes et les enfants, les familles. Voilà. Ok, bon, super. On va être bien équipés avec vous tous là. Ça va être riche à mon avis ces échanges.
Agnès, je te laisse te présenter aussi, si tu veux bien. Avec plaisir. Alors, pour ma part, moi, j'ai fait une reconversion il y a à peu près 5 ans. Je travaillais dans l'industrie pharmaceutique, mais c'est vrai que le côté énergétique a toujours été présent chez moi, puisque déjà à l'âge de 6 ans, je disais à mes parents que je voulais être médecin. Et à 15 ans, je me voyais conférencière, et à l'âge de 17 ans, eh bien, le sang de mes mains s'est réveillé, alors que je suis pas du tout dans une famille plutôt, comment dire, pragmatique. Et je savais que j'avais le don, en fin de compte, d'utiliser mes mains pour, je dirais, entre guillemets, la guérison, ou bien plutôt, voilà, pour envoyer de l'énergie. Et ça m'a jamais quitté. Et petit à petit, en fait, déjà à 17 ans, j'ai commencé à lire beaucoup d'ouvrages d'éveil. J'ai commencé par la prophétie des Andes, que tout le monde connaît. Et puis, j'ai vraiment poursuivi sur ce chemin tout en faisant mes études. Mes parents vraiment voulaient m'amener vers autre chose, mais la vie, elle est surprenante. Elle m'a amenée dans l'industrie pharmaceutique, donc à travailler avec des médecins, alors que, vous voyez, à 6 ans, je voulais être médecin. Et puis, petit à petit, voilà, je suis restée 15 ans dans l'industrie pharmaceutique, mais c'était toujours là. Et je me formais au niveau, comment dire, je me suis intéressée à tout ce qui est la médecine ayurvédique, indienne, les chakras, les corps éthériques. Et puis, donc, il y a 5 ans, j'ai vraiment basculé pour me consacrer donc entièrement donc à l'énergétique, aussi à l'hypnose, parce qu'il faut savoir que l'hypnose, donc en 1500, c'était considéré comme le magnétisme animal. Donc l'hypnose est aussi, comment dire, une façon de toucher dans le magnétisme. Et plus je pratique, et plus effectivement ma médiumnité ou ma clairvoyance est de plus en plus présente. Et je m'aperçois qu'en fin de compte, à 6 ans, de dire à mes parents que je vais être médecin, bah là je suis dans une forme de médecine qui est non conventionnelle, mais je le savais déjà à 6 ans. Voilà. Donc c'était ma petite... Ok, excellent. Bon, on aura pas mal de questions pour toi aussi. Et puis, tu as parlé de médiumnité, de clairvoyance. Donc, on verra qu'il y a une différence entre tout ça. On essaiera d'aller creuser un petit peu tout ça. En tout cas, chouette que tu aies pu être là parce que je sais que tu es en vacances en ce moment. Donc, tu as fait un effort pour être avec nous. Donc, merci beaucoup. Okay. Marion, est-ce que tu veux te présenter aussi, nous dire ce que tu fais aujourd'hui et puis voilà, dire un petit mot sur ton parcours aussi? Oui. Alors, j'ai commencé à ouvrir tous mes clairsens il y a seulement 2 ans parce que je les avais totalement fermés après de gros traumas. Et j'en suis rendu compte seulement il y a 2 ans. Auparavant, j'étais vraiment essentiellement dans la partie commerciale, dans le recrutement. Donc, vraiment très, très éloignée de tout ce qui est ésotérique, de tout ce qui est spiritualité. J'étais une personne très, très athée. Je croyais absolument pas tout ce qui était Dieu. Ah, tout ça. intéressant. Ouais, j'étais vraiment très loin de tout ça. Donc, j'ai eu un gros... j'ai dû avorter, en fait, il y a 2 ans de cela, 2 ans et demi. Et à partir de ce moment-là, j'ai fait la rencontre de personnes, comme par hasard, qui communiquent avec les âmes. Et à partir de là, j'ai commencé une formation en Theta Healing. Et j'ai très rapidement ouvert mes clairsens parce que c'était le bon moment, en tout cas pour moi. Heureusement, je me suis faite licencier à ce moment-là. Donc, en fait, j'ai eu 1 an et demi pour préparer ma nouvelle activité, qui est maintenant thérapeute énergétique, magnétique. J'utilise beaucoup l'hypnothérapie, énormément, pour vraiment accéder quand même à son âme et à sa propre vérité. Et ma spécialité, c'est vraiment tout ce qui est développement spirituel, développement personnel aussi, ça va avec. Mais apprendre ses propres codes. Je suis aussi coach certifié, mais ce que je pratique le plus, c'est vraiment la compréhension de ses propres codes, que ce soit énergétique, que ce soit ADN, que ce soit comportemental, pour pouvoir les accepter et aller beaucoup plus vers sa propre réalité à soi. Voilà. Ok, bon, en tout cas, là, quand on vous écoute toutes et tous, hein, merci beaucoup Marion. Moi, il y a déjà des questions qui me viennent là tout de suite, parce que peut-être une première question qu'on pourrait se poser, je l'ai posée à Sébastien tout à l'heure, est-ce que tout le monde, finalement, peut pratiquer les thérapies énergétiques? Est-ce qu'il y a des personnes, Agnès nous disait, bah voilà, elle a senti à un moment quelque chose qui se passait dans ses mains. Sébastien nous a dit, bah lui, depuis tout petit. Est-ce que ce serait une première question que j'aurais envie de vous poser? Alors, on pourra répondre chacun. Est-ce que, selon vous, tout le monde peut pratiquer les thérapies énergétiques? Ou est-ce que certains sont prédisposés, certains sont... voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être une première question. Moi, je veux bien commencer. Ouais, super, merci Sylviane.
Moi, je suis entièrement persuadée que tout le monde peut prétendre à ressentir, à voir, etc. Parce que avant d'être dans l'énergétique, je connaissais rien, je ressentais rien, je ne savais même pas ce que c'était qu'être à l'écoute du corps, des émotions, et ça s'apprend. Je rejoins Agnès qui dit c'est plus on pratique, plus le ressenti est fin et affiné. Et c'est vraiment, moi j'ai commencé, comme je disais au début, en off, j'ai commencé à ressentir par les mains. Après, j'ai vu, donc la clairvoyance, je voyais, en fermant les yeux, je voyais ce qui se passait dans le corps de la personne. Après, il y a eu la clairaudience. Après, c'est comme si je savais. Enfin, il y a vraiment des états différents. Et on peut donc développer tous les états, tout le ressenti, que ce soit clairaudience, clair-ressenti, clairvoyance, en pratiquant. Et il y en a qui naissent avec parce qu'ils ont cette conscience, l'âme qui est déjà connectée et qui sait. Voilà, moi, de mon point de vue. Ok, super. Donc, en tout cas, pour toi, tout le monde peut développer ses facultés. On peut parler de facultés. C'est un mot qui irait bien, ça. Ouais. Ok, Ouais. ok, ça marche. Est-ce que quelqu'un d'autre a envie d'échanger là-dessus, sur la possibilité qu'on peut avoir les uns les autres à développer ces... Ouais, Valérie? En fait, pour continuer ce que dit Sylviane, et je suis entièrement d'accord avec toi, en Inde, il y a des écoles où on développe son troisième œil. Donc là, en fait, on est dans la clairvoyance et du coup, il y a par exemple les enfants qui vont se bander les yeux. Il va y avoir un circuit avec des arbres et des obstacles et ils vont y aller. Et puis, plus ils vont s'entraîner et plus ils vont y voir comme si ils n'avaient pas le bandeau. Donc en fait, c'est juste qu'on n'a pas l'habitude, hein. C'est qu'on n'a pas été éduqué, on comprend pas, donc on n'essaie pas toujours. Et après, effectivement, en fonction de comment on est et du coup des bagages de nos parents et etc., et ce qu'on a à vivre, on va avoir plus ou moins de facilité. Mais à la base, on peut tous avoir des dons. Enfin, des dons. On a tous des capacités. Et ensuite, qu'on développe ou pas. Alors, j'ai une question peut-être qui va venir compléter, puis ça permettra à Agnès, Marion et ou Sébastien de réagir. Mais moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a beaucoup plus de femmes qui développent ce type de don, ce type de faculté. Et donc, j'avais envie de vous poser cette question. Est-ce que les femmes ont une prédisposition, sont plus... voilà, je suis curieux de ça. Puis, bon, Sébastien, tu es avec nous, donc tu vas pouvoir nous dire. Mais j'ai l'impression, enfin, en tout cas, moi, dans le domaine, je vois 90% de femmes. Alors, et ben voilà, on est représentatif. On est 5 personnes, il y a un garçon, un homme. Voilà, c'est représentatif. Ça fait 80%, il y a même plus d'hommes là du coup que. Mais alors, est-ce que vous auriez, je sais pas, Marion, Agnès, Sébastien, est-ce que vous auriez une explication à ça? Parce que je trouve ça surprenant. Est-ce que les femmes sont plus sensibles, sont plus ouvertes à ce champ du réel-là? J'aimerais juste parler d'une théorie que je me suis faite avec ma pratique. J'aimerais savoir votre avis justement. Parce que j'ai le sentiment que jusqu'à maintenant, on était vraiment dans le féminin sacré. Donc, quand on regarde même les personnes qu'on a en thérapie, pas forcément énergétiques, c'est beaucoup de femmes qui font des thérapies en général. Parce que tout commence par la femme, la création. Enfin, sans aucun féminisme derrière, que ce soit clair. Hein. La femme est créatrice, c'est elle qui porte l'enfant. Elle est d'abord créatrice, et après, il y a le masculin qui va mettre dans le mouvement, dans l'action, avec le masculin sacré, dans la mise en mouvement. Et jusqu'à maintenant, alors vraiment, dites-moi si je me trompe, j'aimerais vraiment avoir votre avis là-dessus pour de vrai. Pour l'instant, on était vraiment dans le féminin. Et là, on est en train de migrer dans du masculin sacré. Et on le sent dans le travail des personnes, même dans mon travail, dans mes patients, etc. On est en train de passer de plus en plus dans le mouvement, dans l'action, dans l'autorité, dans la mise, où je prends ma place, je prends vraiment mon positionnement. Et ça, c'est très masculin. Et c'est comme ça que moi, personnellement, j'explique, et je pense qu'il va y avoir de plus en plus d'hommes qui vont venir vers ce genre de travail énergétique intérieur. Voilà. Moi aussi, je peux juste comment dire, pas modifier parce que chacun a son langage, plutôt que masculin et féminin, moi j'aime bien dire yin et yang, parce qu'il y a des hommes qui ont leur yin très développé, et il y a des femmes qui ont leur yang très développé. Alors que dire femme et homme, je trouve que c'est un peu réducteur. Pour moi, c'est plutôt le côté yin qui permet de développer ses sens.
Voilà, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Oui, oui, parce qu'on a tous effectivement le yin et le yang en nous, masculin, et parfois on a plus un masculin développé et un féminin plus développé. Tout à fait. Mais est-ce que vous observez aussi dans vos pratiques le fait qu'il puisse y avoir beaucoup plus de femmes? Vous l'observez aussi dans vos pratiques? Oui. Moi, je vais rebondir dans ce que tu disais. Effectivement, pour moi, effectivement, l'humanité actuellement, on utilise 10% de nos capacités, nos facultés parapsy. On est en plein éveil depuis un certain temps. Là, on en est la preuve, à tous les 5 déjà d'en parler. Certains d'entre nous, on est déjà, pour moi, là, vous voyez, on est thérapeute. Moi, je le savais déjà à 6 ans. Donc, mon parcours professionnel de rentrer dans l'industrie pharmaceutique, organiser des événements et être proche des leaders, des professeurs, des leaders, donc au niveau médical, en fait, j'étais vouée. Pour moi, c'était ma mission d'âme. Donc, pour moi, ce jour, nous avons des missions, mais en même temps, toutes ces capacités de pouvoir, énergétiques, nous les avons tous, mais plus ou moins à des échelles différentes, puisque là, actuellement, nous avons cette mission, nous 5, à être là-dedans, mais on aide en même temps d'autres personnes à prendre conscience qu'ils peuvent aussi, entre guillemets, utiliser l'énergie aussi à titre personnel, dans leur famille, dans leur entourage personnel, sans être automatiquement énergéticien professionnel. Et c'est vrai que je vois dans tous les stages auxquels j'ai participé, et même dans ma clientèle, c'est extrêmement féminin. Et ce que j'en déduis, c'est que la femme, on est, plus connectée donc à nos émotions. Et d'ailleurs, en fait, quand je me suis intéressée, j'avais fait une conférence sur le pouvoir des émotions et des sentiments dans notre corps et dans notre vie. Et j'avais fait une recherche historique. Et en fait, donc, l'empereur Constantin, donc c'était en 343 avant Jésus-Christ, avait supprimé, s'était aperçu que les femmes avaient énormément de pouvoir par les émotions. Parce qu'il faut savoir que la loi de l'attraction se fait par les émotions. Et notre éducation depuis des milliers d'années font que l'homme doit cacher ses émotions, mais la femme, elle ne peut pas cacher ses émotions puisqu'effectivement elle porte l'enfant, et donc c'est elle qui a beaucoup plus de pouvoir, pour moi, actuellement, à changer le monde et à nous amener dans cette sensibilité, puisque c'est par les émotions qu'on utilise les 5 sens, et nos capacités parapsy passent par les 5 sens. Ok, merci beaucoup Agnès. Je me tourne un peu vers toi, Sébastien, qui est le seul homme ici, clairvoyant, qui est connecté en tout cas à tout ça. Qu'est-ce que tu aurais, toi, une idée de pourquoi finalement il y a beaucoup plus de femmes dans ces domaines des thérapies énergétiques, de la clairvoyance, de la médiumnité? Oui, alors 2 choses, je suis très d'accord avec ce qu'a dit Agnès, surtout sur le fait que les femmes ou les filles, les jeunes femmes, sont très plus connectées à leurs émotions que les hommes. Mais aussi, la deuxième chose, c'est que chez l'homme, son côté yang le pousse à aller plus vers l'extérieur, j'ai l'impression, alors que la femme a un mouvement plus intérieur de par sa nature. Et aussi, l'homme, il a une tendance... Bon, ça bouge, hein, bien sûr. En fait, je pense que les femmes et les hommes équilibrent leur yin et yang. Et donc, tout va se relier, va aller vers l'unité. Mais en gros, l'homme avait tendance, je vais parler au passé comme ça, c'est pour faire bouger et que ça change, une tendance à ne pas vouloir trop réfléchir. S'il se fait questionner sur ce qu'il ressent, c'est comme si soit il était jugé comme une fillette, je me permets de dire ça, ou jugé comme quelqu'un qui se prend la tête. Comme si l'homme, il doit passer à l'action et la femme doit rester dans son intériorité. Et là, on est amené à utiliser les 2 énergies, yin et yang, et ne pas avoir des tendances plus augmentées chez un que l'autre, qui est un équilibre. Et d'ailleurs, pour moi, la clairvoyance, c'est l'union des 2 pôles, cerveau droit et cerveau gauche. Donc le féminin, c'est plus le cerveau droit. Et le masculin, c'est plus le côté mental, le côté structuré ou action. Et en fait, quand on unifie les 2, on a la clarté, la 3e œil qui s'ouvre, parce qu'en fait, c'est la jonction des 2 hémisphères du cerveau. Voilà, enfin bref. Je ne sais pas si j'ai assez bien répondu à la question, mais voilà. Je suis allé un peu sur les hémisphères. Merci beaucoup. Ça vient ajouter en tout cas des éléments à notre compréhension à tous. C'est une question que je posais à une première question. Puisque, on observe en tout cas que les femmes, visiblement, sont beaucoup plus ouvertes à ces approches que les hommes, et vous avez répondu à ça. On a une question centrale aujourd'hui, c'est comment ça fonctionne les thérapies énergétiques?
parce que il y a beaucoup de scientifiques parmi nous. Alors, on ne peut pas toujours tout expliquer concrètement, mais si vous aviez à essayer d'expliquer comment ça fonctionne, parce qu'on peut croire que c'est presque magique quelque part, mais est-ce qu'il y a une réalité comment vous l'expliqueriez? Voilà, je serais très curieux de ça. Si vous aviez à expliquer comment fonctionnent les thérapies énergétiques, qu'est-ce que vous pourriez apporter comme élément de réponse? Alors, je veux bien commencer. Allez, merci. Alors, on est constitué déjà, on a un corps physique, et puis maintenant, comment dire, on le sait depuis des milliers d'années, nous avons aussi des corps énergétiques. Donc, ce qui signifie bien que nous sommes aussi énergie, donc de molécules, de protons et de neutrons, et on se rend compte aussi à ce jour que par l'intention, le pouvoir de la pensée, puisque les pensées ainsi que les émotions émettent des ondes électromagnétiques, nous pouvons, grâce à nos pensées, à nos intentions, diriger en fait et changer les énergies et changer notre propre énergie. Donc, effectivement, de poser notre main sur le corps de quelqu'un, de travailler, nous mettons une intention aussi, entre guillemets, de guérir et d'aider la personne. Et moi, même parfois, je rentre dans le corps de la personne où je vois les organes, et là, je rentre dans de la chirurgie éthérique, où je vais voir des zones d'ombre et je vais par l'intention, je vais lui mettre de la lumière, je vais la guérir, je vais la transformer pour que l'organe, en fait, se modifie. Donc, en fin de compte, c'est vraiment notre intention, notre pensée qui est énergétique, qui fait, en fin de compte, aussi notre guérison énergétique. Donc, on dirige par la pensée notre énergie. Donc, si je comprends bien ce que tu veux dire, c'est qu'on aurait chacun un peu un pouvoir, c'est ça, oui, un pouvoir intérieur qu'on peut méconnaître, mais finalement qui passe par notre intention, par la force, oui, on pourrait dire ça, notre intention, notre esprit, notre pouvoir psychique peut-être. En tout cas, il y aurait quelque chose de cet ordre-là. Ok, super. Alors, ça permet déjà d'éclairer un petit peu les choses. Est-ce que quelqu'un aurait envie d'ajouter quelque chose à ce qu'Agnès nous explique sur le fonctionnement des thérapies énergétiques? Moi, je peux bien. Vas-y, Valérie. Vas-y, Valérie. Okay. Tout à l'heure, je parlais de thérapie fréquentielle et de biorésonance. En fait, c'est de la science quantique. Et la science quantique, elle a prouvé qu'en fait, on n'est pas matière, mais on est énergie. Et la matière, ça serait une condensation de l'énergie. Il faut imaginer qu'en fait, comme s'il y avait des cordes partout, et plus ces cordes sont resserrées et vibrent lentement, et plus on va tomber sur de la matière. Et ensuite, ce qu'il y a, c'est qu'en fait, chaque corde a une fréquence particulière. Et donc, le petit objet, le petit appareil que j'ai qui fait des soins quantiques et énergétiques va scanner en fait la vibration de la cellule qui va émettre sur une fréquence bien particulière et ensuite qui va renvoyer la fréquence adéquate pour que cette cellule elle fonctionne de manière avec pleine santé. Donc, ce que fait l'appareil, eh bien, les médiums, les voyants, les énergéticiens, ils le font sans appareil. Tout ça avec l'intention. Parce qu'en fait, notre corps, c'est une vraie centrale électrique et on a tous de l'électromagnétisme dans le corps. Et notre cœur, c'est une super pompe. Donc, plus l'intention va venir du cœur, plus elle va être pure et plus elle va être puissante. Parce qu'en fait, tout ce qui émane du cœur, c'est beaucoup plus puissant que ce qui émane du cerveau. Et voilà. Donc, en fait, ça peut... Ah oui, au niveau de la cellule, ce qui est super sympa, c'est qu'on en a plus de 70 trillions dans le corps. C'est à peu près 4000 fois la population mondiale. Et chaque cellule a une capacité de stockage de 2 gigaoctets. C'est quand même pas mal. Et qu'est-ce qu'on retient avec tout ça? Parce que j'en connais qui oublient leur clé tous les matins avec toutes ces cellules. C'est-à-dire qu'en fait, on a la capacité, avec notre intention, de se réinitialiser soi-même. Et si des fois, c'est un peu compliqué parce qu'on a de très lourds bagages et qu'il y a des habitudes ou du transgénérationnel, on fait appel à un thérapeute qui va nous aider. Mais en fait, on pourrait s'auto-guérir. Et il faut juste y croire et envoyer de l'intention qui part du cœur. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de médecine chinoise, asiatique. J'ai l'impression que les Asiatiques, les Orientaux, sont plus avancés que l'Occident sur ces questions. Je suis allé un petit peu en Inde, j'ai vu différents endroits et où vraiment, pour eux, c'est
avant d'aller dans le soin du corps, en fait, ils peuvent pas envisager le soin sans envisager le subtil, sans envisager l'invisible. Là où dans notre, Ou même en dans la Occident, prévention. Oui. même dans la prévention. Là où en Ouais. Occident, tout de suite, c'est on prend un médicament, on va, enfin voilà, on est tout de suite dans essayer d'amener la matière. Ce que j'aimerais bien rajouter par rapport à ce qu'ont dit Agnès et Valérie, par rapport à ce pouvoir de l'intention, donc quand on fait un soin, j'ai envie de dire le contraire, ça marche pas toujours, parce que la personne, elle attend que le thérapeute le soigne. Et du coup, enfin, je dis ça, en tout cas, ça, c'est mon expérience. Hein. Je dis pas que c'est tout le temps vrai, parce que j'ai déjà fait des soins. Pour moi, c'est 50-50. Si la personne, elle est là juste pour attendre un soin, juste pour attendre la guérison, et elle met pas, ou elle y croit pas, ou elle met pas vraiment son action au cœur de la guérison, ça ne fonctionnera pas. Ou ça fonctionnera, mais vraiment un pourcentage minime. Et alors que si la personne, elle y croit vraiment, c'est vraiment 50-50. Ce pouvoir de l'intention est réel avec cette capacité de la personne soignée qui fait aussi son comment dire son travail, si je puis dire ça comme ça. Sa part, comme le colibri, chacun sa part. Ok. J'avais envie de rajouter par rapport à ça. Je ne sais pas si vous êtes Je suis d'accord. Oui, c'est vrai. Ok. Alors pour compléter peut-être, alors moi je vais pas compléter pour vous, mais est-ce que l'un ou l'autre a envie de nous amener d'autres éléments sur le fonctionnement de l'énergétique, sur le fonctionnement oui, des thérapies énergétiques en général? Parce que les gens se posent des questions. Hein. Moi j'ai des personnes autour de moi qui j'en ai parlé, qui me disent mais comment ça marche? Donc voilà, je suis très curieux de cette question. En fait, pour l'expliquer de façon plus pragmatique, en tout cas la façon dont moi je vois les choses, c'est comme une connexion. Tu sais, quand tu essayes de connecter ton téléphone ou l'ordinateur à un Wi-Fi, c'est le thérapeute va d'abord, avant de commencer son soin, en tout cas c'est comme ça que je fonctionne, se connecter à la vibration du patient pour voir s'il y a réception. C'est ce que tu disais du coup, Sylviane aussi. Est-ce que de l'autre côté, le patient va réceptionner le soin? Parce qu'en effet, soit c'est pas le bon moment, soit il y a aussi une question peut-être de confiance. Peut-être que la personne n'est pas encore prête à recevoir le soin. Et c'est vraiment voilà, le thérapeute et le patient de l'autre côté vont se connecter. Et lorsque la connexion est faite, eh bien, on a accès à beaucoup d'informations, mais les informations, ça c'est ce que je dis tout le temps, parce qu'il y en a qui ont peur de ça, les informations qu'un médium ou qu'un thérapeute énergétique reçoit, ce sont les informations que l'autre accepte de nous donner, qu'on n'a pas accès à toutes les informations de l'entièreté de la vie, parce que c'est déjà c'est pas possible, mais on a juste l'information sur quoi on va travailler. Donc les sujets qui viennent, les mots qui sont utilisés, même les réactions au niveau du corps sont toujours justes, et c'est l'ensemble de tout ça qui donne l'information de qu'est-ce qui est à travailler et comment on va le travailler en fait. Ok. Alors du coup, j'ai plusieurs questions qui me viennent, mais les uns les autres, est-ce que vous seriez OK de nous partager un petit peu des expériences que vous avez pu faire à travers les thérapies énergétiques, à travers ce type de pratique? Parce que parfois, on peut faire des expériences extraordinaires, ou en tout cas des choses qui sont vraiment du commun. Est-ce que vous seriez OK de nous partager une anecdote ou quelque chose que vous avez pu vivre à travers vos pratiques qui vraiment peut-être a été surprenant pour vous-même? Il y en a plein. Ouais. J'en ai plein. Moi, je veux bien commencer. Il y en a une qui m'a interpellée. C'était une personne qui était venue pour un soin que j'ai accompagné sur 6 mois. Et elle avait toujours une problématique récurrente qu'on n'arrivait pas à régler. Et à un moment donné, donc en soins, j'ai eu l'information, je ne l'ai pas cherchée. C'est ça qui est drôle. Et je rejoins Marion, c'est que la personne qui va venir pour une problématique, ce n'est pas forcément cette problématique qui va être réglée. Il y a des choses à régler avant de trouver la réponse à sa question ou à son problème initial.
Et donc, au bout de, alors, je ne me rappelle plus du temps, hein, mais on va dire, allez, 3 mois, j'aime bien le chiffre 3. Donc, en soins, on a connecté quelque chose qui s'est passé dans le ventre de sa mère. Elle a eu, donc sa maman a eu une amniosynthèse et l'enfant, donc la patiente, a vécu une amniosynthèse comme si on voulait la tuer. Et le fait d'avoir eu cette information, eh ben, on a pu libérer justement cette mémoire au niveau de la cellule, ce dont parlait Valérie tout à l'heure. Tout est engrammé depuis la conception, voire au-delà, hein, quand on croit aux vies antérieures. Et le fait de connecter cette problématique, ça a pu être libéré par rapport à cette problématique de vie. Il y avait de la non-vie en elle et elle ne comprenait pas pourquoi. Et au bout de cette période, alors j'ai 3 mois, mais je ne me rappelle plus, en soins, on a pu régler cette problématique de non-vie. Et mais je l'ai vu comme si je le vivais, quoi. Et je lui ai dit, mais je ne sais plus comment je lui ai dit, mais ta maman, elle n'a pas eu une amniosynthèse? Et puis là, c'est comme si ça avait été révélé en elle, dans son corps. Ah, mais ouais, mais c'est bien sûr, mais c'est ça. Et il y a eu vraiment une guérison, mais impressionnante. Parce qu'elle a pris conscience, parce que l'information avait été donnée par sa mère, mais elle était juste mentale. Et là, par l'énergétique, eh ben, elle a capté quelque chose au niveau de la mémoire cellulaire. Et ça a pu être libéré. Ok, extra. Est-ce que, merci beaucoup pour cette anecdote, Sylviane. Ça nous permet d'entrevoir un petit peu mieux les usages des thérapies énergétiques. Ça vient illustrer un petit peu mieux. C'est top. Est-ce que quelqu'un d'autre aimerait nous partager une anecdote, quelque chose que vous auriez vécu dans votre pratique, qui aurait laissé un souvenir agréable, ou au contraire, peut-être un souvenir effrayant pour vous, quelque chose qui serait sorti de l'ordinaire? Moi, je me souviens qu'une personne était venue, mais pour juste recevoir un soin énergétique, c'était un équilibrage, entre guillemets, parce qu'elle était fatiguée, elle avait besoin de ça. Et puis, donc, après, je commence, en fait, moi, c'est vrai qu'avant de faire un soin, je fais toujours une méditation pour me mettre dans des ondes, ce qu'on appelle alpha-theta, ce qui me permet d'être beaucoup plus dans ma clairvoyance ou dans ma sensibilité, dans ma hypersensibilité ou médiumnité, voilà. Et donc, j'ai commencé à scanner, ce que je peux dire, scanner son corps. Et puis, là, parfois, il y a des informations qui viennent. Et puis, en fait, au niveau du ventre, et puis ce qu'on appelle aussi le chakra racine, hein, qui est le premier chakra qui est au niveau du périnée, là, j'ai eu une image de queue de reptile, comme dans un puits, je voyais la queue de reptile qui sortait. Et c'était la première fois que j'avais ce type de vision. Donc, je me dis, bon, si elle est là, c'est qu'il faut que je l'enlève. Donc, voilà, j'ai commencé à enlever ces queues de reptiles, tout. Et puis, je voyais qu'il y avait du reste. Enfin, voilà. Et donc, je fais le travail. Et puis, à la fin du soin, je lui dis, voilà ce que j'ai perçu, ce que j'ai vu. Je dis, il s'est passé quoi là au niveau, voilà, c'est au niveau du périnée à ce niveau-là. Et en fait, elle m'a expliqué que quand elle avait été petite, elle avait été, à toucher. Et là, ça m'a fait comprendre que la queue de reptilien, enfin, vous voyez, donc là, c'est c'est ce qu'on appelle des symboles, des métaphores que nous pouvons percevoir, mais qui ont une raison d'être qu'on voit. Et donc, quand elle apparaît, c'est que ça donnait un blocage chez cette femme dans ses rapports avec les hommes. Voilà. Et donc, le fait que j'ai vu ça et qu'on ait pu en parler a dénoué aussi quelque chose. Et puis, elle a rencontré peut-être 6 mois après quelqu'un. Alors, du coup, ça m'amène à une question. Est-ce que les thérapies énergétiques seraient pas le complément des thérapies conventionnelles? Ou en tout cas, est-ce que ce ne serait pas le complément indispensable des thérapies conventionnelles? Ça devrait être remboursé. Ouais, et en étant resté 15 ans, dans l'industrie pharmaceutique, j'ai pu, ce qui est marrant, c'est que ma vie m'a amené, dans la médecine conventionnelle et j'ai rencontré des médecins et des professeurs extrêmement intègres. J'ai rencontré aussi dans les soins, que j'allais dans des congrès, j'amenais des groupes dans des congrès internationaux et surtout dans les soins palliatifs, donc des infirmiers, des personnes. J'ai rencontré des belles personnes dans ce milieu-là et là maintenant que je suis dans la médecine non conventionnelle, mais ce serait merveilleux si on pouvait travailler en union parce que nous, on travaille sur un niveau inconscient et voire transgénérationnel. Et eux, la médecine conventionnelle, interviennent quand la maladie arrive sur le corps physique. Donc, pour moi, nous avons vraiment, ces deux médecines ont leur rôle. Oui.
Ok, super. Ouais, j'aime bien cette idée de complémentarité, de coopération euh, entre ces deux approches. Mm. Ok, super. J'ai une question du coup autour de, parce qu'on a parlé de clairvoyance, de médiumnité, d'hypersensibilité. Est-ce que tout ça c'est synonyme? Qu'est-ce que, je me tourne un petit peu vers Sébastien hein, qui est clairvoyant. Est-ce que la clairvoyance et la médiumnité c'est la même chose? Voilà, qu'est-ce que tu dirais par rapport à ça? Oui, effectivement, donc deux mots pour deux choses différentes, mais ça reste quand même de la même famille de métiers ou la même famille de travail, on va dire, un peu comme des dessinateurs. Il y a les artistes peintres, dessinateurs, designers, automobiles, designers de Mhm. stylistes, voilà, designers de conception de dessin, de vêtements, pardon. Et donc, dans la clairvoyance, tout ce qui est médiumnité, et aussi je rajoutais donc voyance, et Sylviane tout à l'heure a parlé de clair-ressenti, et aussi j'ai bien aimé ton appellation Marion, de clair-sens. Pour moi, tout ça, c'est relié à la même chose, mais Mm. c'est juste différents canaux qu'on utilise pour Mm. aboutir au même résultat qui est normalement soit la guérison d'une personne ou de soi-même, soit la résolution d'une problématique. Voilà. Exactement. Mais du coup, parce qu'on entend, hein, moi je vois, et puis certains sont médiums, d'autres clairvoyants. Qu'est-ce qui différencie vraiment un médium d'un clairvoyant? J'ai l'impression que parfois on est les deux, parfois voilà. Donc je suis Mm. curieux de ça. Qu'est-ce qu'il y aurait comme Ben, différence entre ces deux? généralement, pour moi, tout ce que je vais dire, c'est selon mon point de vue. Hein. Je ne dis pas que c'est la vérité, mais généralement, quand une personne a une des caractéristiques, par exemple, si c'est la carence, il a le reste. Il a médiumnité ou voyance. Mais c'est juste que pour moi, il a un trait en domination. Par exemple, moi, Mm. mon dominant, c'est la clairvoyance. Je sais utiliser la médiumnité pour re- recréer des liens avec des morts ou passer des messages. Je suis même passeur d'âme. Mais moi, j'ai choisi en conscience d'aider les vivants plutôt que l'interaction entre les morts et les vivants, puisque Mm. en fait, à la base, j'avais un problème de connexion à la Terre, dans le sens, j'avais un problème avec l'incarnation. Et c'est pour ça, très petit, j'avais un très grand lien avec l'au-delà. Et en fait, une fois, ma médiumnité s'est beaucoup développée lors d'une séance d'énergétique en groupe que j'ai fait. Et en fait, j'ai commencé à avoir d'autres plans, plus reliés aux morts. Et en fait, j'arrivais plus trop à faire la distinction entre les vivants et les morts. Donc, il a fallu que je me reconnecte hyper grave à la Terre pour ne pas perdre pied. Et en fait, j'ai choisi ce Ça, jour-là en conscience. Oui. ça fait peur, ça, ce que tu nous dis Oui, là. oui, mais en fait, justement, c'est des réalités que lorsqu'on accepte de voir, en fait, ce qui empêche les gens de voir des réalités comme, par exemple, d'autres plans énergétiques, c'est la peur, généralement. Une fois que vous avez plus peur à ce qu'il y a à l'extérieur de vous, mais surtout à l'intérieur de vous, en fait, il y a non seulement la paix que vous faites entre vous et les choses, parce qu'en fait, on se croit menacé ou on se sent menacé. Non, c'est pas qu'on se croit menacé, des fois on est vraiment menacé, mais établir une communication avec ces choses qui nous font peur permet d'apaiser. En fait, c'est comme une eau calme. Quand c'est apaisé, on voit clair. Et les peurs agitent la fréquence. Et du coup, on a du mal à voir. Mais quand on accepte de voir nos parts d'ombre ou les choses qui nous font peur, on voit véritablement. On a plus accès à... Voilà. Mais effectivement, j'ai des témoignages que je peux donner qui pourraient faire peur, mais maintenant, j'ai un assez bon enracinement pour ne pas partir dans les cieux. Voilà. Mm. J'ai eu un long travail là-dessus aussi, quand même. Mais De toute c'est façon, il y a autant l'ombre que la lumière. Hein, je suis d'accord ça. avec toi. Hein, Oui, les après, deux quand on sont... est dans le cœur, quand on est dans la lumière, effectivement, dans l'accueil de ce qui est, il y a pas de. Bah, ça prend pas. Ça prend quand on a peur. Là, ça peut absorber. Ça peut être absorbé. Alors que Oui, quand on est dans le cœur, ça s'ouvre. Une ouais. petite question, comment on peut développer ces capacités? Par quoi ça passe? Puisque comme vous disiez, hein, finalement, on a tous plus ou moins ces attributs en nous qui sont à différents niveaux, hein, comme vous expliquiez. Et du coup, comment les développer si certains là qui nous Ouais. écoutent, qui vous écoutent, ont envie C'est bien. ont envie de faire certaines expériences et peut-être d'apprendre à mieux se connaître, parce que si je vous comprends bien, finalement, ça fait partie de soi, donc c'est une façon d'aller vers plus de connaissance de soi. Agnès? Tout à fait. Ouais. Alors, pour répondre déjà à ta première question, la différence de clairvoyance et médiumnité, moi, je vois quand même
différence. La clairvoyance fait effectivement partie de la ressenti, de la clairaudience. C'est la faculté de pouvoir voir aussi le présent, le passé, le futur. La médiumnité, c'est vraiment on est canal. Et donc là, en effet, on peut être, comment dire, on est connecté, on peut être connecté à des défunts, on peut être connecté aussi à d'autres êtres plus évolués. Voir des êtres stellaires, voir des êtres cosmiques. Pour moi, la médiumnité, c'est vraiment ça. Alors que la clairvoyance, c'est la faculté de voir voilà, le passé, le présent et le futur. Ensuite, pour répondre à ta deuxième question, puisque j'anime des formations sur l'intuition et que j'ai fait une conférence en 2020, parce que pour moi, 2020 était une année importante de changement de paradigme. Et en fait, j'avais demandé un nouveau sujet de conférence et ça tombait pas en méditation. Et c'est tombé lorsque j'étais en train de faire un soin énergétique à une cliente. Et d'un seul coup, ça m'est tombé du ciel comme ça. Il faut que l'humanité se réveille à l'intuition. C'était la phrase. Poum. Et j'en ai fait donc un sujet de conférence qui était l'importance de se réveiller l'importance d'éveiller son intuition en 2020. Pourquoi 2020? C'est parce que c'est tombé dans cette année-là, mais parce que c'est vraiment le commencement de l'humanité. Et pour moi, dans ce que j'ai compris quand j'ai écrit la conférence, c'est que l'intuition que nous avons tous, quelle que soit même la personne qui est dans la matière, qui est absolument pas ouvert à la spiritualité, est intuitif. Un homme d'affaires, un dirigeant, parfois va prendre des décisions dans l'intuition. Et il va même le dire, il va dire, moi j'ai pris ces décisions de façon intuitive. Donc vous voyez, c'est quelle que soit la personne, on est tous intuitifs. Et pour moi, l'intuition est vraiment la porte d'entrée de toutes ces capacités, de toutes ces facultés parapsy et de la médiumnité. Donc, plus on a confiance en notre intuition, plus nous la grandissons, plus nous la voyons, mais en même temps, plus nous évoluons vers aussi nos facultés parapsy. Ok, en tout cas, ce serait une première chose pour toi de prendre soin de cette intuition, d'être à l'écoute, de la laisser s'exprimer. Ok, et donc intuition par opposition, on pourrait dire à la logique pragmatique, finalement. Tout à fait. Donc là, on est, comme disait Sébastien, avec l'hémisphère droit et pas l'hémisphère gauche. Ok. Top. Est-ce que tu aurais des conseils pour ça, pour justement, et peut-être les autres aussi, des conseils pour libérer son intuition? Est-ce qu'il y a des types d'activités à privilégier? Est-ce que vous auriez des conseils? L'art, la musique, le dessin, tout ce qui permet de lâcher prise justement par rapport au mental, où il faut faire bien. Des fois aussi, là, ça peut être juste une connexion à la nature, aller marcher dans la nature, puis des fois, il y a des choses qui remontent. Moi, c'est souvent dans la nature, dans la forêt ou dans la mer, où j'ai des trucs qui viennent, quoi. Ou en méditation aussi. Donc après, c'est chacun qui va trouver son moyen ou sa pratique. Et pour le trouver, il faut expérimenter, c'est toujours pareil. Ok, top. Parce que c'est vrai que c'est dans le lâcher-prise, en fait. Quand on est dans le lâcher-prise, il y a une connexion qui se fait avec les deux cerveaux. Et puis là, on laisse l'intuition. Il faut savoir que l'intuition, il y a deux caractéristiques, c'est l'immédiateté et le caractère d'évidence. Et moi, c'est ce que je dis aux gens. Je dis, voilà, c'est le téléphone sonne, c'est d'essayer de deviner qui appelle. Quand on a un courrier sur le paillasson, c'est de deviner, mais qu'est-ce que c'est? Voilà les petits exercices qui sont bien pour développer son intuition. Ok. Est-ce que Valérie, Marion, vous avez envie de nous partager quelques conseils de votre côté aussi pour développer son intuition, développer d'autres capacités en nous? Alors après, si on est deux, par exemple, on peut s'amuser à penser un mot et envoyer ce mot à une autre personne, mais forcément, il faut qu'elle devine rien qu'avec ce qu'on lui a envoyé en pensée. Et ce qui est rigolo, c'est que si on envoie froid à une personne qui doit deviner et qu'elle a froid, on a gagné. On a bien, et du coup, après renvoie chaud ou extrêmement froid. Et c'est des jeux qui peuvent être super sympathiques à distance comme ça, de s'entraîner en fait. J'aurais une... Marion, moi je te laisse... J'ai l'impression que tu voulais... Oui, je voulais dire, après pour moi, en tout cas dans mes croyances, pour vraiment accéder à sa médiumnité ou ses clairsens, ou les deux, c'est avant tout de faire un vrai travail thérapeutique, parce que quand on a
eh bien, des croyances limitantes liées au transgénérationnel, liées à son éducation, liées aussi à tout ce que son âme a traversé, si on croit bien sûr au karmique. On se bloque nous-mêmes et on se met des barrières. Et en faisant justement des thérapies où on peut faire ce travail-là de développement personnel et spirituel, on s'enlève en même temps ces croyances-là, ce qui nous permet encore mieux de nous connecter. Alors, moi, j'appelle la source, mais ça peut être l'univers, le divin, le grand tout, peu importe le mot qu'on utilise. Mais à oui, à ce plan d'amour en fait divin où il y a toutes les vérités, si on peut dire, et qui nous est difficile parfois nous-mêmes de nous connecter parce que, comme disait aussi Sébastien tout à l'heure, il y a les peurs, il y a plein d'énergie qu'on se met nous-mêmes, voilà, parce que c'est totalement humain, et qui nous empêche de nous accéder. Après, en exercice, ce que j'aime bien proposer en séance, c'est la connexion à l'enfant intérieur, ça peut être petite fille, petit garçon, c'est-à-dire d'abord poser une question, c'est un travail d'écriture, on pose une question à l'écrit avec sa main dominante, donc droitier ou gaucher selon les personnes. Pour les personnes qui utilisent les deux mains, je ne me souviens plus du mot, c'est ambidex, je crois. Oui. C'est ça. Utiliser celle avec laquelle ils ont plus de facilité, celle qu'ils utilisent majoritairement, et poser une question donc avec la main dominante, et ensuite vraiment se recentrer, prendre de profondes respirations, et avec la main non dominante, laisser venir la réponse. Ça peut être des dessins, ça peut être du texte, ça peut être du collage, n'importe quoi. Mais en fait, on fait venir comme ça son enfant intérieur, donc sa vérité pure en fait qu'on avait quand on était enfant. Et ça peut créer une connexion de plus en plus en le faisant. À son âme, à son propre. Alors j'ai d'autres questions. Il nous reste pas beaucoup de temps et puis donc voilà, il nous reste une dizaine de minutes normalement. Moi j'ai une question quand même importante, c'est est-ce qu'il y a des dangers? Est-ce qu'il y a des dangers dans le milieu de l'énergétique, de la clairvoyance, de la médiumnité? Est-ce qu'il y a des choses dont il faut faire attention, des choses dont il faut se préserver, se protéger? Voilà, est-ce que vous auriez qu'en pensez-vous? Moi, je vais bien répondre. Je dirais oui. Quand on commence, on ne sait pas. En tout cas, je parle de mon expérience, parce que je ne vais pas dire que tout le monde est comme ça. J'ai commencé par le Reiki et on ne nous dit pas comment se protéger, on ne nous dit pas ce que l'on ressent, on ne nous dit pas qui on connecte, même s'il y a des symboles. Et c'est toujours pareil. Avec la pratique, j'ai ressenti que je ne connectais pas forcément tout le temps la lumière. Et d'où l'importance effectivement de se faire accompagner aussi en thérapie, parce qu'il y a des fois on a ce qu'on appelle des entités qui nous collent à la peau, comme on dit, et ça peut être des amérantes, ça peut être plein de choses. Et du coup, le soin va être moins puissant, moins dans la lumière et moins évident. D'où la nécessité de se connecter vraiment au cœur, à la lumière, de savoir où on se connecte, à qui on se connecte. De se connecter aussi à la terre. Enfin, vraiment, il y a des pratiques qui permettent vraiment d'être là, présent. Et également, ce qui me vient, c'est de faire attention au mental, à l'ego qui veut contrôler, à l'ego qui peut croire qu'il est dans le vrai et c'est complètement à côté. Et ça, c'est pareil, c'est une expérience. J'étais très dans le mental avant et très dans le faire, donc dans mon masculin, justement. Et le fait de développer mon intuition, le côté yin, j'étais plus à l'écoute de mon ressenti et non de ce que mon mental disait. Et pour moi, ça, c'est aussi quelque chose à faire attention. Parce que sans parler d'entité, il y a aussi l'ego qui veut contrôler et c'est une réalité. Et donc, pour répondre à ta question, oui, il y a des dangers parce que, comme on disait tout à l'heure, il y a l'ombre, il y a la lumière, il y a des entités, il y a des amérantes, il y a plein de choses. Et c'est important de savoir avec quoi ou avec qui on est connecté. Ok, ça marche. Est-ce que quelqu'un d'autre a envie d'apporter un éclairage là-dessus sur les dangers éventuels, sur les précautions à prendre quand on a envie d'explorer ces axes-là? Moi, je vais bien prendre la suite. Parce qu'en fait, quand on parle de protection, pour moi, automatiquement, si on se protège, c'est qu'on a peur de quelque chose. Et si on a peur de quelque chose, on peut vibrer cette peur et du coup, on peut
attirer. En fait, pour moi, la peur, c'est la porte d'entrée à tout ce qu'on veut pas. Parce qu'en plus, on va y penser, ah oui, il faut que je me protège de ça, ça, ça et ça. Et en plus, le cerveau, il comprend pas la négation. Donc, on va focaliser sur nos peurs. Par contre, il faut quand même être vigilant. Et en fait, moi, je voudrais plus dire qu'il faut être responsable. Responsable de nos actions. Parce qu'en fait, on n'est pas coupable parce qu'il y a plein d'informations qu'on n'a pas. Mais comprendre que si on fait un acte, forcément, il y a des répercussions. Et essayer d'être le plus juste, le plus aligné, du coup, dans son cœur. Et donc, pour moi, la meilleure des protections, c'est de briller un maximum. Et effectivement, si on sent qu'il y a des blocages et qu'on a du mal dans sa vie, tout ne va pas, ou il y a un secteur qui est ralenti, ben là, on peut demander de l'aide pour nettoyer. Et de toute façon, s'il nous arrive quelque chose, c'est tout simplement pour mettre le focus sur justement ce petit grain de poussière qui va grossir pour être visible et pour qu'il puisse être travaillé. Et donc, en fait, l'ombre va être mise en lumière par quelqu'un qui va commencer, qui s'y connaît pas trop. Peut-être qu'après, s'il est dans les énergies et que du coup ça se passe mal, ça va attirer son attention et là, après, il va pouvoir rectifier. Mais pour moi, tout est expérience et je voudrais pas forcément faire peur aux gens, mais qu'ils soient vigilants et qu'ils fassent attention, qu'ils se renseignent avant de faire quelque chose, peut-être. Ok. Agnès, tu voulais réagir aussi sur ces questions de précaution, de voilà à quoi on se doit d'être vigilant quand on a envie d'explorer ces axes? Ouais, tout avec plaisir, merci. Il se passe, c'est que, alors déjà, c'est vrai qu'il est important d'être déjà bien ancré à la terre, donc bien, comment dire, voilà, être aligné aussi soi-même. Après, effectivement, tout ce monde des entités, c'est ce qu'on appelle le bas astral, qu'on peut connecter même dans la médiumnité, puisque ce sont des êtres, il y a des égrégores, il y a des entités, mais si on les attire, c'est qu'il y a une résonance. Donc, elles ont une raison d'être. Donc là, je rejoins ce que dit Valérie, c'est qu'effectivement, c'est pas d'avoir peur, c'est de se dire, ok, j'ai attiré cette entité, j'ai attiré ça sur moi. C'est-à-dire que je vibre ça aussi au niveau énergétique, mais c'est là, en fait, elle est là pour me faire grandir. Qu'est-ce que je dois comprendre et qu'est-ce que je dois changer? Je remarque, puisque bon, je suis énergéticienne et je suis hypnothérapeute, donc je remarque qu'il y a beaucoup de gens qui ont un manque de confiance en elles. Et beaucoup de personnes, en fait, c'est un manque de confiance en soi, c'est un manque d'estime de soi, donc un manque d'amour de soi, et c'est une faille, en fait, pour un type d'entité. Et donc, automatiquement, c'est des personnes qui s'auto-sabotent, qui ont du mal, comment dire, à se réveiller le matin, et c'est donc les caractéristiques que la personne a des entités, puisque quand on a des entités sur soi, effectivement, on devient beaucoup plus fatigué, plus colérique, plus comme ça au niveau émotionnel. Mais c'est de s'en rendre compte et de se dire, ok, qu'est-ce qui se passe? Et effectivement, d'aller faire appel à un énergéticien pour, comment dire, se dégager, retrouver une énergie plus lumineuse, ou bien méditer, effectivement, et retrouver, comme le disait Valérie, retrouver sa propre lumière, puisque c'est, plus nous sommes lumineux, plus l'ombre et la lumière, on donne plus de force contre le côté sombre. Ok, super, merci beaucoup pour ces éclairages, ces précieux éclairages, Agnès. Est-ce que quelqu'un d'autre avait envie de rajouter quelque chose après ce que Sylviane, Valérie et Agnès nous ont partagé? Sébastien? Marion, tu voulais dire un truc? Oui, je voulais bien rajouter un truc. Oui. Pour moi, pour compléter vos réponses, moi, je dirais aussi développer l'esprit de discernement. On parle de clairvoyance. Et j'ai pas trop défini ce qui était pour moi la clairvoyance. C'est voir au-delà des apparences ou voir clair dans les situations que la vie nous donne. Mais c'est surtout l'esprit de discernement, en fait, tout simplement. On met le mot clairvoyance pour signifier plein de choses derrière, des capacités, des divers sens qu'on peut utiliser pour nous-mêmes et pour les autres. Mais pour moi, on pourrait remplacer tout simplement ce mot par le mot clarté ou esprit de discernement. Et je conseille toujours aux personnes, qu'elles soient débutantes ou experts dans n'importe quel domaine, de toujours avoir l'esprit de discernement. Et pour rejoindre Sylviane, je suis d'accord avec elle, parce que moi-même, j'utilise toujours mon esprit de discernement chaque jour, parce que l'ego ou le mental peut vouloir avoir plus de pouvoir, s'initier, et toujours avoir la sagesse d'esprit de développer son esprit de discernement. Voilà.
Ok, eh ben, ça marche. Je vois qu'il nous reste à peu près 1 minute sur le créneau qu'on s'était donné. Vous avez tous partagé des choses hyper précieuses. On a envie de continuer, on a envie d'approfondir les sujets. Je pense qu'on mettra une autre date, hein, fin août ou début septembre, quand tout le monde sera revenu de vacances. En tout cas, c'est très précieux. Ça permet d'éclairer. Je ne sais pas si les personnes qui sont en train de nous suivre encore là en live, si vous avez pu apprendre des choses, si vous pouvez nous mettre un petit mot en commentaire, on va se laisser dans quelques dizaines de secondes. En tout cas, c'était vraiment précieux, tout ce que vous avez pu partager les uns les autres. Ça donne envie d'en savoir plus. Alors, j'en profite pour redire que vous êtes tous membres du réseau des écoacteurs aujourd'hui. Donc, pour ceux qui ont ressenti quelque chose, vous allez voir sur ecoacteur.com. Vous allez pouvoir trouver toutes les belles personnes qui étaient là aujourd'hui dans cette rencontre. Vous allez pouvoir leur demander connecter avec eux et puis les rencontrer. Voilà, je pense que chacune sera ravi d'échanger avec des personnes intéressées par vos pratiques. En tout cas, moi, je vous dis vraiment un très grand merci. Moi, je reste convaincu que ce côté subtil, ce côté plus invisible, il est essentiel si on veut aller vers une humanité plus belle. Parce que dans ces dernières années, on a souvent, on se concentre beaucoup plus sur ce que l'on voit concrètement, ce que l'on touche matériellement, alors qu'il y a tout un autre monde qui est hyper précieux et dont on ne prend pas forcément suffisamment soin aujourd'hui. Donc en tout cas, merci à toutes et à tous. Et puis, on se retrouve très très vite. Profitez bien de vos vacances, ressourcez-vous bien. Mais bon, c'est pas à vous que je vais dire ça. Vous êtes toutes et tous des experts en ressourcement, donc ça devrait bien se passer. Alors, vois qu'on a des messages. Merci pour tes questions. Ouais, avec grand plaisir. Je regarde juste là si on a j'ai réservé mon vol pour partir en Inde pour aller apprendre tout ça. C'est trop puissant. Ok, Nicolas. Tu n'as pas besoin d'aller en Inde. Moi, je suis allé en Inde, mais j'y ai appris des choses, mais j'ai appris aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses en France, avec plein de belles personnes. Donc voilà. Après, c'est vrai que l'Inde, c'est quand même particulier. Il y a une énergie incroyable dans certains endroits. Super conférence, ça fait réfléchir et avancer afin d'oser être. Super. Merci pour vos retours. Et Adeline qui nous dit, attendez, je vous lis avant qu'on parte, je suis novice. Alors, le message a disparu. Je suis novice en tant que professionnel, mais votre expertise à tous et toutes me confirme les réponses que je peux parfois apporter aux personnes que j'accompagne. Merci, car cela me permet aussi de me sentir de plus en plus légitime dans ce que je partage. Super, Adeline. En tout cas, j'espère que tu vas bien. On s'est rencontrés il y a quelques semaines. J'espère que tu vas bien. Et je suis content si ce moment t'a apporté aussi. Belle continuation à toutes et à tous. Prenez soin de vous, de votre lumière, de vos belles âmes. Et puis, on se retrouve très vite pour continuer à œuvrer ensemble. Merci, belle soirée à tous. Merci à vous. Merci Ken, merci à tous. Au revoir. Merci. Ciao, ciao. À bientôt. Bonne soirée.